Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, amnistie pour les entreprises en difficulté et outsourcing. Adopté en Conseil du gouvernement jeudi dernier, le projet de décret de loi relatif à l'amnistie fiscale pour les chèques en bois est en ce moment même au Parlement. Le texte a d'ailleurs été présenté hier, mardi, à la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants. Ce texte introduit des mesures exceptionnelles relatives aux amendes à payer pour le rétablissement du droit d'émission de chèques. Nous en parlons en détail en compagnie du président de l'Organisation professionnelle des comptables agréés, Mohamedi Rajdili Yacoubi, avec qui nous traiterons ici de l'amnistie sur les pénalités et la majoration de retard des cotisations sociales pour les entreprises impactées par la pandémie du Covid-19. Et puis en deuxième partie de Questions Éco, nous dresserons un état des lieux du secteur de l'outsourcing, principalement les centres d'appel, parmi les seuls secteurs à tirer leur épingle du jeu en cette période de crise. Importante branche parmi les 5 secteurs de l'offshoring, l'outsourcing se prépare à opérer d'importants changements dans son organisation. Pour tout y comprendre, restez avec nous, nous accueillerons le président de la Fédération de l'outsourcing, Youssef Charaibi, et ce sera donc en seconde partie de l'émission. Bienvenue à tous. Mais d'abord, conséquence de la crise sanitaire, le nombre de chèques en bois a littéralement explosé et le gouvernement a été contraint de prendre des mesures exceptionnelles en modifiant certaines dispositions du Code du commerce. Les détails avec Ala Benali. Bonne nouvelle, pour les personnes qui ne peuvent plus honorer leurs chèques, les amendes fiscales pour la régularisation seront divisées par 10. Une décision prise par le gouvernement face à la hausse des incidents bancaires. 78 444 ont été enregistrés le mois dernier, soit 46% du nombre d'incidents déclarés depuis le début de l'année 2020. Cette situation s'explique par les difficultés financières que vivent la plupart des entreprises marocaines et la perte d'emploi d'un grand nombre de ménages. Pour remédier à ce cataclysme financier, le gouvernement propose une pseudo-amnistie, 0,5% du montant du chèque impayé faisant l'objet de la première injonction au lieu de 5%, 1% du montant du chèque impayé faisant l'objet de la deuxième injonction au lieu de 10%. 1,5% du montant du chèque faisant l'objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes au lieu de 20%. Pour sa part, la Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé qu'elle va accorder une remise totale des majorations de retard aux entreprises sinistrées et aux employeurs affiliés dont l'activité a été impactée par le coronavirus. Et nous accueillons depuis Marrakech Mohamedi Rajdili Yacoubi, président de l'Organisation professionnelle des comptables agréés, qui est également consultant en fiscalité. Bonsoir, monsieur Yacoubi. Bonsoir. Bon, le sujet de mon confrère, le papier que l'on vient de suivre, a commencé avec cette phrase « bonne nouvelle ». Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle que de réduire les pénalités sur les chèques en bois ? Effectivement, c'est le cas. Si le projet de décret passe tel qu'il est, effectivement, on va assister à une baisse drastique du montant des pénalités à payer pour lever l'interdiction de chéquier. Et c'est une décision qui est louable, donc elle permettra de remettre sur orbite un nombre important d'entrepreneurs qui sont interdits de chéquier. Et du coup, ils auront accès un petit peu au système bancaire, au financement. Ils peuvent aussi participer activement à l'activité économique à travers justement les différents leviers financiers qu'ils peuvent utiliser compte tenu de cette levée d'interdiction qui est offerte. Quelle est la différence entre cette levée d'interdiction et celle qui a été adoptée dans la loi de finances 2020, toujours par rapport à ces chèques impayés? Bon, je pense qu'ils ont la même. C'est dans la même logique. C'est dans la même logique. On avait constaté un nombre important d'interdits de chéquier. On avait aussi constaté d'un autre côté une pléthore de liquidités sur le marché. C'est ce qui fait qu'il y avait beaucoup de cash. Il fallait trouver des moyens pour réactiver le marché financier.
Et je pense que cette décision mérite tous les louanges. Elle va dans ce sens-là pour réactiver un petit peu la machine. L'offre est intéressante puisque, effectivement, la première injonction, elle passe de 0,5% au lieu de 5%. Pour la deuxième injonction, au lieu, je dirais, d'une pénalité de 10%, on ne paye que 1%. Et pour la troisième, au lieu de 20%, on ne paye que 1,5%. Donc, effectivement, il s'agit d'une sorte d'amnistie. C'est intéressant et certainement, ça va motiver les chefs d'entreprise qui sont dans cette situation difficile, d'autant plus que, je dirais, la mesure, elle était attendue même avant même cette crise sanitaire. Elle l'est encore plus maintenant que les entreprises souffrent de problèmes de trésorerie qui sont énormes compte tenu de l'impact de la pandémie du Covid-19. Et quel serait alors aussi le devoir de ce chef d'entreprise par rapport à ces amnisties, par rapport à ces amendements qui sont pris pour alléger le poids, le fardeau qui s'allonge et qui s'alourdit à cause de cette crise que l'on est en train de vivre actuellement? Il faudrait aussi qu'on se comporte de bonne foi. Ça aussi, c'est un point important, puisqu'il y en a qui vont pas voir la mesure du bon œil. N'est pas forcément suivi d'une action de... Et il faut dire qu'il ne faut pas qu'on va dans le sens d'encourager les personnes de mauvaise foi et de continuer à mettre des chèques en bois. Ce n'est pas l'objectif. Mais la mesure en elle-même, je pense qu'elle va être intéressante. Elle va motiver les chefs d'entreprise à revenir un petit peu vers l'utilisation des moyens ou des formules de financement classiques, tous ceux qui sont interdits de chéquier, tous ceux qui sont signalés des fois par la centrale des risques et qui ne peuvent contracter de crédit. Maintenant, donc on tourne la page et je pense que c'est une bonne chose pour ces chefs d'entreprise, pour leur entreprise et pour l'activité économique. Et, puisque vous parlez de bonnes choses, outre cet article, oui, vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Yacoubi? Ouais, ce que je voulais ajouter, que accessoirement, cette disposition permettra aussi, je dirais, de contribuer à l'atténuation de la pression sur la circulation du cash. Cette pression qui est observée depuis le confinement, et ça a été je dirais, souvent soulevé par les autorités monétaires, notamment par la Banque Libre. Toujours est-il que la balle est dans le camp des députés maintenant. Il faut qu'ils pèsent un petit peu pour faire passer cette amnistie qui, à mon sens, est très intéressante. Mohamed Rajdil Yacoubi, outre cet article 314 du Code du commerce, quelles sont les réformes, selon vous, urgentes à apporter à ce Code du commerce pour alléger tous ces risques qui pèsent sur les entreprises dans ces moments difficiles? Moi, je pense qu'il faudrait réfléchir surtout à davantage de sensibilisation pour, je dirais, informer les entreprises sur les formules qui existent déjà et qui permettent de mettre les entreprises en difficulté sous la protection de la loi. On constate que souvent, je dirais, ces mesures de sauvegarde, de prévention interne, externe ne sont pas très utilisées. Les entreprises ont recours souvent au tribunal de commerce lorsque la situation devient irrécupérable. Et souvent, les entreprises, quand elles vont introduire leur dossier pour demander des redressements judiciaires, elles vont très souvent vers la liquidation et c'est un peu trop tard. Et je pense, comme cela se fait maintenant dans d'autres pays en Europe, il faudrait peut-être être proactif et essayer de repérer ces entreprises de grande importance, et notamment ceux qui embauchent des effectifs salariés importants, ceux aussi qui contribuent avec une forte valeur ajoutée à la formation du PIB, ceux qui payent suffisamment d'impôts. Il faudrait repérer ceux qui commencent à présenter des signes d'insolvabilité pour les informer sur les dispositifs qui existent auprès des tribunaux de commerce pour bénéficier de la protection de la loi, notamment en cette période très difficile. Je pense que c'est un levier juridique qu'il faut utiliser. Oui, mais avant de parler levier juridique et levier de financement, vous l'évoquez, avant de parler de l'amnistie sur les pénalités de majoration de la CNSS, il y a ce rapport, premier du genre d'ailleurs, de l'Observatoire marocain de la TPME, qui stipule que le taux d'accès au financement, et ce rapport a été élaboré en 2018, donc bien avant
cette crise de la Covid-19, le taux d'accès au crédit s'établissait à environ 9,5% pour les entreprises de création récente, soit moins de 2 ans, 63% pour les entreprises âgées de plus de 10 ans. Alors, si la crise que nous traversons aujourd'hui a, on va dire, exacerbé ce risque sur les entreprises, pensez-vous que ce taux d'accès au financement va être intrinsèquement moindre ? Peut-être qu'il y a un encouragement qui est fait et qui pousse un petit peu à l'augmentation de l'accessibilité au crédit, qui est celui de la baisse du taux directeur de la Banque centrale, d'une part. Je dirais l'extension aussi des crédits qui sont garantis par l'État via la Caisse centrale de garantie. Cette garantie donne, je dirais, une couverture de plus pour pousser les banques à davantage de prise de risque. Mais d'un autre côté, il faut dire aussi qu'on a besoin aussi d'une restructuration plus importante au niveau du tissu économique marocain, puisque une bonne partie des entreprises, et notamment les TPE, sont dans des formes juridiques qui ne leur permettent pas facilement de lever des fonds. Et il faudrait aussi les accompagner pour migrer de l'informel vers le formel, où il y en a aussi qui sont dans du quasi-informel, parce que même ces entreprises, quand bien même ils ont un identifiant fiscal, un numéro de taxe professionnelle, des fois ils sont de forfaitaires ou même des forfaitaires, et des fois même les institutions financières ont du mal à cerner leur surface financière. Ils ont du mal aussi à avoir des garanties en couverture des crédits qui peuvent être contractés. Et je pense qu'accompagner ces entreprises à se structurer, c'est aussi les aider aussi à lever des financements qui sont adéquats. Et sachant qu'une entreprise qui n'a pas accès à des financements adéquats, c'est une entreprise qui ne peut pas se développer, qui ne peut pas se moderniser, qui ne peut pas, développer son appareil productif et ainsi développer sa compétitivité. Dernière question, Mohamedi Liaqoubi. Par rapport à cette amnistie sur les pénalités, les majorations de paiement, n'est-ce pas, des cotisations sociales en retard de la CNSS naturellement. De quoi s'agit-il exactement, rapidement ? En fait, quand on parle d'amnistie CNSS, il faudrait bien souligner qu'il y a deux amnisties, deux amnisties qu'on a vues, que la CNSS a diffusées à travers des comités récemment. La première amnistie, elle concerne les arriérés de paiement qui sont de 2016 et période antérieure. Cette amnistie, elle est ouverte à toutes les entreprises. C'est-à-dire, il n'y a pas de segmentation ou de différenciation. Toutes les entreprises peuvent y adhérer avec une grille qui va de 30% à 90%, dépendamment de délai de paiement. Et c'est une grille qui a été publiée, juste après la publication de la loi de finances de 2020. Mais la nouveauté, c'est cette nouvelle amnistie qui est encore plus intéressante. Et elle concerne justement toutes les créances d'avant juin 2020. Sauf que cette amnistie-là, elle est réservée uniquement aux entreprises qui sont impactées par la crise sanitaire. On ne peut malheureusement pas aller dans le détail de ces amnisties. Mohamed Rachdi Liaqoubi, président de l'Organisation professionnelle des comptables agréés. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Passons à présent à la seconde partie de Questions Écho. Et on enchaîne avec un secteur qui a connu un développement important au cours de la dernière décennie au Maroc. Il s'agit de l'outsourcing qui intervient, rappelons-le, dans différents métiers. Et durant la pandémie, il a dû s'adapter. Le point sur ce secteur avec Ala Benani. Il s'agit aujourd'hui du 6e secteur le plus important au Maroc en termes de revenus à l'export. Avec 11 milliards de dirhams en 2019, l'outsourcing se place juste derrière l'aéronautique. Ces 4 dernières années, le secteur a été le 2e plus gros pourvoyeur d'emplois, juste après celui de l'automobile.
Surtout présent dans le domaine des centres d'appel ou le support client, l'outsourcing emploie quelques 80 000 personnes. Les activités du secteur les plus matures sont la relation client qui représente 60% du chiffre d'affaires et l'outsourcing informatique. Le métier des BPO ou externalisation des processus d'affaires continue à bien progresser avec 12% de croissance. Si lors du premier trimestre 2020, l'outsourcing a été relativement épargné, cela n'a pas été le cas au deuxième trimestre, marqué par le développement de la pandémie. Les experts du secteur évoquent une baisse de chiffre d'affaires de 15 à 30% pour avril et de 30 à 40% pour les mois de mai et juin. La fin d'année restera donc marquée par l'incertitude et dépendra notamment de l'impact du déconfinement sur l'activité économique des clients de l'outsourcing, en grande partie présents en Europe. En tablant sur un retour progressif à la normale au dernier trimestre de 2020, on prévoit une baisse de 15 à 20% du chiffre d'affaires annuel du secteur, soit un manque à gagner de 196 à 260 millions d'euros. En termes d'emploi, l'outsourcing devrait être marqué par un ralentissement des recrutements et nombre d'opérateurs envisagent de maintenir le télétravail suite à cette crise sanitaire qui aura provoqué une mutation profonde des modèles collaboratifs de l'outsourcing. Et avec nous depuis Casablanca, Youssef Charaibi, président de la Fédération de l'outsourcing. Bonsoir Youssef Charaibi. Bonsoir. Alors on vient de l'entendre, la santé du secteur dépendra de l'évolution de la situation sanitaire. On le voit malheureusement ici au Maroc, mais aussi en Europe. La situation sanitaire ne s'arrange pas, voire même elle se dégrade de manière assez inquiétante. Est-ce qu'on peut parler d'une reprise qui puisse durer jusqu'à la fin de l'année ou pas du tout ? Alors, je suis heureux de vous annoncer que déjà cet été, on a commencé à retrouver des chiffres pratiquement équivalents à ceux de l'année dernière. Bon, c'est vrai que le deuxième trimestre a été très compliqué avec des baisses qui avoisinent 20 à 30%, comme vous l'avez rappelé, et que là, à partir du mois d'août, septembre, on a des niveaux de revenus à l'export qui sont très proches de ceux qu'on a connus l'année dernière. Et on est convaincu que le dernier trimestre va être bon pour notre secteur et que la reprise est réellement là. Alors bien entendu, les contraintes sanitaires sont toujours là, mais nos donneurs d'ordre, qui sont essentiellement européens et français, ont eux entamé une reprise véritable. Et à l'exception de certains secteurs comme le tourisme, l'aérien, on voit que d'autres secteurs ont une croissance très importante ces derniers mois. Et ils font beaucoup appel à des prestataires comme nous au Maroc, notamment dans le e-commerce. Donc on est globalement confiant et on est convaincu qu'on va renouer avec un bon rythme de croissance. Est-ce que... Bon, on a également évoqué dans le papier qu'on vient de suivre, n'est-ce pas, le télétravail. Quid de son évolution, quid de ce projet de généralisation du télétravail que vous avez vous-même adopté au sein de votre groupe, en l'absence de cadre légal ? Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'il n'y a pas de loi qui encadre le télétravail, ça ne veut pas dire que c'est une pratique qui est interdite, ça veut seulement dire que ce sont les dispositions contractuelles avec nos collaborateurs qui vont prévaloir le temps que ce cadre juridique soit mis en place. Donc on a travaillé avec les juristes, avec des représentants de nos salariés pour mettre en place des avenants à nos contrats de travail, pour préciser l'ensemble des droits, des devoirs, des engagements de chaque partie, bien entendu sur une base de volontariat. Et à partir du moment où tout le monde est convaincu et d'accord, on travaille de façon totalement légale, puisque c'est avec des contrats qu'on a signés avec nos employés. Par ailleurs, on est en train de travailler avec la CGM dans le cadre d'une commission ad hoc qui a été mise en place pour justement proposer un texte de loi pour régir le télétravail au Maroc, à la suite du décret qui a été mis en place aussi pour les fonctionnaires. De la même façon, on est en train d'identifier en fait l'ensemble des droits, des devoirs, des engagements qui doivent être mis en place pour assurer la pérennité de ce nouveau mode de travail qui est, encore une fois, on n'a pas inventé, qui est largement pratiqué dans de nombreux pays du Nord et qui doit absolument également exister dans notre pays, puisqu'il s'agit d'une réalité aujourd'hui. C'est au texte de s'adapter et non pas l'inverse. Très bien. Vous venez de parler de cette concertation avec le patronat, avec la CGEM. Et il y a bien sûr ce projet dans le pipe de la réorganisation du secteur, particulièrement de l'intégration de l'offshoring, qu'on sait bien sûr qui compte parmi les 5 branches de l'offshoring, bien sûr le outsourcing. Donc, est-ce qu'il y aura une fédération de l'offshoring ? Si oui, est-ce qu'elle compte toutes les branches de ces métiers, de ce secteur, ou simplement l'outsourcing ?
Alors, en effet, le secteur de l'offshoring a démarré il y a une vingtaine d'années. Initialement, c'était surtout quelques centres d'appel et puis des acteurs de l'IT. Et puis, c'était géré par une fédération qui existe à la CEGEM, qui s'appelle la PEBI. Aujourd'hui, 20 ans après, on voit qu'on est dans un secteur qui est beaucoup plus mature et un écosystème qui est beaucoup plus complexe, avec de nouveaux segments comme le BPO qui s'est beaucoup développé, le KPO, tout ce qui concerne le knowledge process outsourcing, les autres. Donc il y a un certain nombre aujourd'hui de métiers qui se sont développés et qui sont des métiers qui sont plus en rapport en fait avec l'IT. Si vous voulez, c'est un secteur en tant que tel. À eux seuls, ils représentent 70% des revenus, 85% des emplois de l'offshoring au Maroc. Et ces deux segments, pour ne citer que, ne sont pas représentés par la PEBI. Qu'en est-il du chiffre d'affaires ? Alors, le chiffre d'affaires, si vous voulez, au total, en 2019, l'outsourcing, c'est 14 milliards de chiffre d'affaires à l'export. D'accord ? Et dans ces 14 milliards, il y a 10 milliards qui ne sont pas dans la PEBI, en fait, ce qui concerne, en fait, le CRM et le BPO notamment, qui sont, je vous disais, des secteurs qui sont dans des domaines qui sont très, très différents de l'informatique. Et donc, la CEGEM a décidé que c'était un secteur suffisamment important en termes de création d'emplois, notamment auprès des jeunes, puisqu'on est le premier employeur chez les jeunes, et puis en termes de revenus à l'export, on le voit aujourd'hui notamment avec l'importance d'avoir des devises compte tenu de notre balance commerciale qui est mise à mal, qu'il était important de donner à ce secteur la place qu'il mérite avec une fédération qui regroupe en fait les métiers de l'outsourcing et qui en fait un véritable secteur à l'image de ce qui a pu être fait aussi bien dans les pays du Nord que dans des destinations pionnières comme en Inde ou aux Philippines. Pour résumer, où il s'agit d'un secteur pour résumer, c'est une fédération de l'outsourcing et non de l'offshoring. Alors, vous savez, je peux rentrer un petit peu dans les détails, mais le principe de l'outsourcing, c'est d'externaliser une fonction et de faire appel à un prestataire ou de gérer soi-même à partir d'une destination. Alors, ça peut être en interne, il y a des entreprises qui font de l'outsourcing dans leur propre pays. En France, il y a des prestataires qui travaillent également pour des entreprises françaises et certains acteurs qui sont présents au Maroc sont également présents en France. Et il y a une partie, en fait, de cette externalisation qui se fait en offshore. C'est ce qu'on appelle l'offshoring. Mais si vous voulez, le secteur aujourd'hui qui regroupe en fait cette tendance globale et qui pèse aujourd'hui 90 milliards de chiffre d'affaires au niveau mondial, c'est ce phénomène qui ressemble à ce qu'on a pu connaître dans l'industrie au début du siècle, qui consiste en fait à externaliser un certain nombre de fonctions dans les services, comme on a pu le faire dans l'industrie, et se recentrer sur son cœur de métier. Et tout ce secteur, c'est ce qu'on appelle en fait l'outsourcing, que ce soit dans le CRM, dans le BPO, dans l'ingénierie hors IT, etc. Donc, alors, si peut-être vous pouvez nous dévoiler quelles seraient les grandes lignes de votre projet de cette fédération. Alors en fait, c'est une fédération qui a deux objectifs majeurs. En fait, le premier, c'est de continuer à faire en sorte que le Maroc reste une destination pionnière dans la région. Donc c'est le cas aujourd'hui par rapport à l'offshore francophone. On est la première destination de l'offshore francophone, mais on voit qu'on a une concurrence qui est de plus en plus accrue, notamment de la part des destinations d'Afrique subsaharienne, si on reste sur la partie francophone. Et l'idée, c'est de maintenir en fait une compétitivité. Alors on voit qu'au niveau des coûts, on va difficilement gagner cette bataille des prix puisqu'on a beaucoup de destinations qui sont beaucoup plus compétitives en termes de prix. Mais en revanche, on a une véritable expertise et un savoir-faire qu'on doit mieux faire valoir et continuer à vendre en fait l'expertise de cette destination Maroc et ne pas perdre en fait toute cette avance considérable qu'on a pu construire durant ces 20 premières années. Et donc l'idée en fait, c'est de continuer à promouvoir et d'insérer durablement le Maroc dans la carte mondiale de l'outsourcing. Mais est-ce que c'est pas un peu ce qui se faisait déjà dans le cadre de la PEBI, dans le cadre de l'Association marocaine de la relation client, la MRC, où effectivement ces objectifs que vous venez de citer, de placer le Maroc, de le garder et même de le propulser dans des positions encore plus avancées en termes d'offshoring, c'est la même chose, mais après on a trois institutions différentes, en tout cas trois représentations différentes du même secteur. Alors, en fait, encore une fois, dans la PEBI, il manque deux métiers très importants qui sont le CRM et le BPO, et qui représentent 70% du chiffre d'affaires. Donc, à partir de là, on voit bien, vu que tous les acteurs de ces segments-là n'ont pas vocation à intégrer une fédération dont le métier de base est celui
des technologies de l'information, puisqu'on considère que ce n'est pas notre métier. Donc, on s'est regroupé dans une fédération qui s'appelle la Fédération marocaine de l'outsourcing. Et puisque vous parlez d'IT, Youssef Chraïbi, dernière question par rapport à l'avenir de l'outsourcing avec cette intelligence artificielle, l'automatisation des opérateurs qui existe déjà, n'est-ce pas ? Est-ce que vous allez peut-être penser à un renouvellement du métier pour accompagner ce développement de technologiques, tout simplement, et notamment d'intelligence artificielle ? Alors, il faut savoir que notre métier a déjà beaucoup évolué. Si je parle uniquement du segment des centres de contact, il y a 20 ans, 100% des contacts se faisaient par téléphone. Aujourd'hui, la voix est beaucoup moins importante et on considère qu'il y a plus de 50% des flux qui sont gérés via des canaux digitaux, que ce soit de l'email, du chat, des réseaux sociaux, du co-browsing, etc. On a déjà entamé cette mutation et aujourd'hui, nos collaborateurs sont aussi des experts de tous ces nouveaux canaux qui existent et qui sont adoptés par les clients de nos clients, et ça nous a permis, si vous voulez, d'acquérir de nouvelles compétences et puis de s'adapter en fait à cette tendance du multicanal. Par ailleurs, on voit que l'automatisation est une tendance très lourde également. On voit qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle le self-care qui s'est développé, c'est-à-dire que les utilisateurs sont aujourd'hui de plus en plus matures et vont pouvoir gérer eux-mêmes un certain nombre de demandes. Mais on a également ces moteurs intelligence qui nous permettent à nous-mêmes d'avoir en fait des outils beaucoup plus performants, qui nous permettent d'avoir des réponses beaucoup plus pertinentes et aller beaucoup plus vite dans le traitement de certaines demandes, puisque ça nous permet de gérer nos bases de connaissances de façon beaucoup plus fluide. Donc en fait, ces outils sont beaucoup plus en fait au service de nos collaborateurs pour être plus performants. Et on voit qu'il y a certaines demandes, bien entendu, elles peuvent être traitées d'une façon automatique par des robots, mais on voit qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup plus orienté vers des demandes beaucoup plus complexes, où il va y avoir un rôle majeur d'une interaction physique pour faire de la vente, de la fidélisation. Et ça, on voit que les robots resteront toujours beaucoup moins performants que des humains pour le faire. Pour le moment. On voit qu'il y a... Oui. Merci beaucoup, en tout cas, Youssef Chraïbi, président de la Fédération de l'outsourcing, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous rappelle que vous pourrez interagir avec nous via le hashtag Questions Écho sur les réseaux sociaux. Merci à tous de votre fidélité. Très bonne suite des programmes.